Mesdames et messieurs, je suis très heureux en tant que secrétaire départemental de l'UNSA Éducation du Vaucluse de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle conférence des Journées de la laïcité autour du thème « Laïcité, justice sociale et école, un pilier républicain sous tension ». Avant toute chose, je souhaite remercier chaleureusement l'ensemble des personnes présentes. Monsieur le directeur académique des services de l'éducation nationale et leurs collaborateurs, donc monsieur le directeur académique adjoint, madame l'adjointe au premier degré du Vaucluse, merci. Merci de votre présence, mais merci également d'avoir relayé et communiqué autour de ces événements, puisqu'il y a eu de nombreux événements et ce n'est pas fini jusqu'au 9 décembre, date anniversaire des 120 ans de la loi, qui est avant tout en fait des moments de réflexion collective et de partage autour de nos valeurs républicaines. Quoi de mieux que de parler de cela dans la maison républicaine qui est la mairie. Donc Madame la maire d'Avignon s'excuse, mais nous la remercions de nous avoir accueillis une nouvelle fois dans cette maison commune, symbole d'un espace ouvert, citoyen et républicain. Merci également à mesdames et messieurs les élus des différentes collectivités qui témoignent par leur présence l'importance qu'ils accordent à l'école publique et la laïcité. Et merci à mesdames et messieurs en vos grades et qualités que je n'ai pas encore cités. Mais avant tout, je souhaite particulièrement vous remercier toutes et tous d'être présents parmi nous à cette conférence. Je finis mes remerciements tout particuliers aux deux intervenants, dont une qui va pas tarder à arriver. Donc je vais commencer par Madame Najat Vallaud-Belkacem qui est en train de m'appeler, qui ne va pas tarder à arriver, si quelqu'un peut répondre pour moi. Donc Madame la ministre, qui est donc ancienne ministre de l'Éducation nationale que vous connaissez toutes et tous, aujourd'hui présidente de France Terre d'Asile. Petite anecdote, j'ai passé mon concours d'enseignant durant son ministère et à un moment où il y avait vraiment une véritable politique ambitieuse de recrutement qui avait été engagée. Donc c'est un petit peu grâce à elle aussi que je suis aujourd'hui présent devant vous. C'est malheureusement les derniers moments où on a vu une telle volonté d'investir dans les personnels et plus généralement dans l'école publique laïque. Mais nous continuerons bien sûr à défendre et promouvoir cette grande école publique laïque. Merci à monsieur Jean-Paul Delahaye, inspecteur général honoraire et ancien directeur général de l'enseignement scolaire, dont les travaux et les prises de position rappellent inlassablement que justice sociale et réussite scolaire sont indissociables. C'est toujours un honneur et une chance de vous compter régulièrement parmi nous lors de ces journées, puisque ce n'est pas la première fois que vous participez à nos journées laïcité, donc merci encore. Comme je le disais, ce soir c'est aussi des remerciements pour vous d'être avant tout là, que vous soyez personnel de l'éducation nationale, quel que soit votre métier, et et vous qui faites vivre l'école au quotidien, de près ou de loin. Donc merci aux parents d'élèves et notamment aux représentants de la FCPE, qui est membre du comité départemental d'action laïque, mais je vais y revenir. Et à vous toutes et tous, et nous tous, citoyens, présents ce soir, puisque cette conférence est avant tout gratuite, ouverte à toutes et tous, car la laïcité est l'affaire de toute la société. Je le disais, cet événement est chapeauté et porté par le comité départemental d'action laïque du Vaucluse, le CDAL, qui réunit des partenaires engagés que je remercie encore. Donc, outre l'UNSA Éducation que je représente, il y a donc la Fédération des métiers de l'éducation de l'UNSA. Il y a donc le syndicat des enseignants CPE, PsyEN, AED, AESH de l'UNSA, SE-UNSA, les DDEN, la Ligue de l'enseignement et la FCPE. Ensemble, nous défendons une école publique laïque, de la maternelle au lycée et au-delà, une école émancipatrice, inclusive et fidèle à l'idéal républicain. Un petit point sur l'UNSA Éducation et ses syndicats que je vous disais. Pour notre part, nous œuvrons chaque jour aux côtés des personnels,
de toute la communauté éducative aussi au sens large. Notre posture est claire, être présente, disponible, utile, toujours dans le dialogue et la recherche de solutions concrètes, ce qui fait vraiment notre ADN. Nous accompagnons, nous soutenons et nous représentons celles et ceux qui font vivre l'école publique laïque avec l'ensemble des partenaires qui partagent nos valeurs. Nous croyons profondément en la confiance à accorder aux équipes, à leurs expertises et à leur engagement afin qu'elles puissent exercer leur mission avec sérénité et dignité. Je ne vais pas être plus long. Et je vous souhaite une excellente conférence et donc je vous propose de commencer avec Monsieur Jean-Paul Delahaye, présent ici ce soir. Dénaturé et trahi par ceux qui en font un outil de stigmatisation d'une partie de la population. Et puis la laïcité dans les textes, en effet, c'est-à-dire la laïcité en tant que principe juridique qui devrait s'imposer à tous et à toutes. La distinction est d'autant plus importante à faire, laïcité dans les textes, laïcité dans les têtes, que la loi de 1882, qui a commencé par séparer les églises et l'école, puis celle de 1905 qui a séparé les églises et l'État, sont certes devenues des lois fondamentales de notre République, mais comme je le disais il y a un instant, elles sont mal connues et leur histoire n'a tout simplement pas été enseignée, ou quand elle a été enseignée, ça a été oublié. J'ajoute que si ces lois sont célébrées, elles ne sont pas non plus appliquées partout sur le territoire, ce qui peut créer une autre forme de tension. Ça a été vrai dans nos anciennes colonies. C'est vrai aujourd'hui encore en métropole, où l'enseignement religieux demeure obligatoire dans les horaires en Alsace-Moselle, et puis même outre-mer en Guyane, où la collectivité territoriale a longtemps payé le salaire des prêtres. Et donc, pour aider notre école et ses enseignants à faire partager les valeurs de la République dans de bonnes conditions, et le principe de laïcité dans de bonnes conditions, eh bien, il faut être particulièrement attentif à quelques points de vigilance. Tout d'abord, et c'est à mon avis c'est la base de tout, la transmission des valeurs et du principe de laïcité ne sera efficace que si la réalité sociale n'apporte pas un démenti à ce qui est enseigné. Ce qui pose problème aujourd'hui à notre école, c'est que la société fait souvent le contraire de ce qu'elle demande à l'école de transmettre. Quel modèle de vie sociale et professionnelle construite dans l'effort et dans le collectif, quand on donne à voir à la jeunesse des exemples de réussite facile, d'argent vite gagné, d'influenceurs qui flambent leur argent à Dubaï. Quelle liberté en partage pour les 10 millions de pauvres que compte notre pays. Quelle égalité en partage dans un pays où l'origine sociale a un tel poids sur les destins scolaires. Et puis enfin, quelle fraternité en partage dans un pays où la mixité sociale est vécue comme une menace par les plus favorisés de nos concitoyens. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut ensuite comprendre que la question de la transmission du principe de laïcité et des valeurs communes se pose en général pour notre société tout entière.
c'est bien à chaque nouvelle génération, et les enseignants en savent quelque chose, c'est bien chaque nouvelle génération qui a besoin de ce travail de compréhension de la laïcité, qui est un principe juridique qui permet de garantir la mise en œuvre effective des valeurs de la République. Ce que je veux dire, c'est qu'on passe totalement à côté du sujet dans la France de 2025, si on considère que ce sont seulement les populations d'origine immigrée, et disons le mot, nos compatriotes de religion musulmane, qui auraient besoin de recevoir un brevet de laïcité. C'est toute la population qui a besoin de se ressourcer de temps en temps pour bien comprendre ce qu'est le principe de laïcité. Ensuite encore, eh bien, l'institution scolaire elle-même doit donner l'exemple des valeurs qu'elle est censée faire partager aux élèves. Et affronter un fait qui est devenu absolument insupportable, à savoir l'échec précoce, cumulatif, des élèves issus des familles les plus défavorisées, échec qui met gravement en cause notre idéal républicain au sein de notre système éducatif. C'est en France que les destins scolaires sont les plus liés aux origines sociales. Donc ça, c'est évidemment pas à porter au crédit d'une république comme la nôtre. Ça nuit à la crédibilité de notre école publique laïque, ce fait-là. Et malgré l'engagement des personnels, il y a une fracture scolaire, comme il y a une fracture sociale dans notre pays. Et il ne faut pas sous-estimer le problème. Dans une époque où les droits l'ont souvent emporté sur les devoirs, comment ceux qui pensent qu'ils n'ont pas eu les mêmes droits que les autres accepteront encore très longtemps d'avoir les mêmes devoirs que les autres. Droits et devoirs, c'est un équilibre dans notre pacte républicain. Et tout ça place notre école publique laïque en position délicate, en position en quelque sorte de cristallisation de toutes les insatisfactions, en tant que représentant d'une république qui oublie parfois que la devise républicaine est un tout, et qu'il est illusoire de penser faire vivre la liberté si on oublie l'égalité et la fraternité. Donc effectivement, la laïcité est un pilier républicain sous tension, parce qu'aujourd'hui, autre élément que je souhaite apporter ce soir, c'est qu'il nous faut concilier plus que jamais unité et diversité. Je m'explique. On est aujourd'hui 143 ans après la loi de Jules Ferry, 1882, qui sépare les églises et l'école, comme je l'ai dit tout à l'heure. On est 120 ans après la loi de 1905, qui a séparé les églises et l'État. Et ces lois ont été un puissant moyen de forger notre unité nationale. Et la question aujourd'hui, c'est de savoir si ces mêmes lois sont en capacité de faire vivre la diversité qui est aujourd'hui à l'œuvre dans notre pays, unité et diversité devant évidemment tenir ensemble. Alors ça ne devrait pas être une source de tension, parce que la diversité est une richesse. Moi j'aime beaucoup la formule de Fernand Braudel, le grand historien, qui disait, je cite, « La France, ce sont des Frances différentes qui ont été cousues ensemble ». Des Frances différentes qui ont été cousues ensemble. On pourrait d'ailleurs ajouter, et qui continuent de se coudre ensemble d'une certaine manière, tant la diversité des religions, des croyances, des philosophies, mais aussi, comme on va en parler, les clivages sociaux et la diversité des usages culturels sont bien présentes aujourd'hui dans notre société. Alors, ce qui complique notre affaire, c'est qu'on voit aujourd'hui une instrumentalisation de la laïcité qui est faite, disons les choses, on est entre citoyennes et citoyens, qui est une instrumentalisation qui vient essentiellement de l'extrême droite, qui a finalement une conception de laïcité, une laïcité à tête, ce que j'appelle moi la laïcité à tête chercheuse, qui ne vise d'une certaine manière que l'islam. Et l'objectif finalement recherché, c'est de stigmatiser avec la laïcité, qui est un non-sens absolu, une partie de la population au moyen donc d'une laïcité dévoyée qui, de chemin de liberté, deviendrait un régime d'interdiction et d'uniformisation. Et donc ces faux convertis à la laïcité s'emploient en fait à la dénaturer, et la lettre et l'esprit, à la fois de 1882 et de 1905, pour en faire un instrument de discrimination et de contrainte. Les mêmes d'ailleurs se comportent parfois comme des délinquants, en installant des crèches catholiques dans le hall des mairies, comme à Beaucaire ou à Béziers, malgré la décision du Conseil d'État du 18 février 2025 qui a jugé illégale cette installation religieuse dans un lieu public. C'est illégal, mais on le fait quand même dans certaines parties de notre territoire. On est
aussi fondé à se demander, et là la ficelle est un peu grosse, s'il ne s'agit pas pour ces faussaires de mettre en avant cette vision erronée de la laïcité pour faire diversion, pour détourner l'attention et ainsi éviter de poser les questions sociales. Et je vais maintenant en venir là parce que c'est un point qui, moi, me paraît essentiel. Tout en disant, et j'ouvre là une parenthèse, que, bien entendu, la question sociale n'explique pas tout. Qu'il soit bien clair que traiter du lien, comme je vais le faire, entre question sociale et question laïque, ça ne veut pas dire que l'on va occulter la question religieuse et la question culturelle. On constate, vous ouvrez les yeux comme moi, une omniprésence de la religion réelle dans certains territoires, et ça n'a pas toujours à voir avec la question sociale. Les ségrégations, les inégalités peuvent certes renforcer les sectarismes, j'y reviendrai, mais elles ne sont pas la seule cause de l'extension du radicalisme religieux. Le repli identitaire à base religieuse ne peut donc être réduit à une forme de consolation des difficultés sociales que l'on pourrait rencontrer. Il y a chez certains une incontestable instrumentalisation du religieux pour essayer de se soustraire aux lois de la République, imposer une organisation communautariste et mettre en danger l'indivisibilité de notre République. Et cette pression du religieux sur le politique, qui touche une partie du corps social et qui peut concerner tous les sujets, toutes les religions et tous les territoires, et bien entendu, ça doit être combattu sans faiblesse parce qu'elle fait peser sur l'école publique et sur ses personnels une pression qui est absolument insupportable. Samuel Paty, Dominique Bernard, qui faisaient leur travail d'enseignant, l'ont payé de leur vie. Et donc, si la laïcité protège le droit de croire et de ne pas croire, dès lors que c'est le produit de la liberté des individus, bien entendu, eh bien, il ne faut rien céder à ceux qui prétendent que les lois de leur Dieu sont supérieures aux lois de la République. Donc je tenais à le dire parce qu'on va aborder maintenant une autre vision des choses qui est de faire le lien, effectivement, entre question laïque et question sociale. Et là où je veux en venir, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, on est dans une situation où notre République, qui doit plus que jamais garder une grande fermeté pour défendre et faire partager le principe de laïcité, eh bien, et à l'ensemble des citoyens, à l'ensemble de toute la communauté citoyenne, eh bien, cette même République doit en même temps travailler à résoudre la question sociale, c'est-à-dire la question des inégalités, parce que c'est le seul moyen, à mon avis, de contenir, de tenir à distance, d'apaiser les pressions religieuses qui sont renaissantes dans notre pays. On a une grande enquête du Comité national d'action laïque que j'ai eu l'honneur de présider en 2018. Et cette grande enquête a bien montré que l'abandon par l'État de certains territoires a favorisé l'apparition de solidarités religieuses en lieu et place des solidarités républicaines. Quand pour beaucoup de citoyens, ne sont pas satisfaits les besoins économiques et sociaux fondamentaux, eh bien on voit ressurgir le repli sur soi et la peur de l'autre. C'est assez mécanique. L'existence de zones d'exclusion, les discriminations sont incompatibles avec l'idéal républicain. Ça fait très longtemps qu'on le sait, cela. Le lien entre question sociale et question laïque, c'était le message de Jean Jaurès, qui a fort bien dit les choses quand Jean Jaurès dit « La République doit être laïque et sociale, mais restera laïque parce qu'elle aura su être sociale », on voit bien le lien assez fort qu'il y a entre question sociale et question laïque. Si on revient un petit peu à ce début du XXe siècle, 1900-1905, pour Jaurès, et pour lui c'est une sorte d'obsession, il était grand temps de résoudre la question laïque. Il y avait eu les lois Jules Ferry, il y a la loi de 1905, et pour Jaurès, après ces lois, la République allait enfin pouvoir se consacrer entièrement à la question sociale. Il faut lire les textes de Jean Jaurès, il faut lire il faut réentendre par le journal officiel ce qu'il disait dans les débats parlementaires en 1904-1905 pour comprendre qu'il a hâte que la séparation se fasse pour qu'enfin les parlementaires et le gouvernement passent à autre chose, c'est-à-dire concentrent leurs forces sur les grandes réformes sociales dont le pays avait besoin. Et à l'époque, c'était les retraites ouvrières et c'était l'impôt sur le revenu. Et Ferdinand Buisson, qui est le grand collaborateur de Jules Ferry,
Ferry, comme vous le savez sans doute, quelques années plus tard, en 1911, s'adressant aux enseignants, s'adressant aux institutrices et instituteurs du département de l'Ain, leur dit ceci: il y a toujours une question scolaire, mais ce n'est pas de savoir qui de l'Église ou de l'État dirigera l'école. La chose est jugée, dit Ferdinand Buisson. Bon, il était un peu rapide là. C'est de savoir si notre démocratie réussira à faire par l'éducation la France de demain plus forte, plus grande, plus juste, plus humaine que ne fut celle d'hier. Ce n'est plus une question politique, c'est la première des questions sociales. Ferdinand Buisson, 1911. Eh bien aujourd'hui, les transformations sociales questionnent la laïcité, qu'on le veuille ou non, et ont parfois pour effet d'affaiblir la laïcité en la mettant en position défensive, parfois agressive. Dans certaines parties du territoire de la République, la question religieuse, il ne faut pas être aveugle, recouvre en partie la question sociale et la question identitaire. Dans les territoires en grande détresse sociale, et c'est l'ancien inspecteur d'académie de la Seine-Saint-Denis qui vous parle aussi en ce moment, eh bien, les valeurs de la République apparaissent trop souvent aux habitants davantage comme des incantations que comme des réalités vécues. C'est la pauvreté économique, sociale, culturelle de bon nombre de nos élèves qui rend très difficile aux enseignants la mission de transmission de savoir fondée sur la raison. Or, la raison est un instrument indispensable, évidemment, pour expliquer le monde. Et donc, ces inégalités portent en germe l'émergence de constructions identitaires de substitution, qui peuvent entraîner des enfermements communautaires et des trajectoires individuelles qui sont nourries de ressentiments. Quand la cité, quand l'école n'offre plus le sentiment d'être à égalité avec les autres, eh bien, la religion peut devenir un refuge, parfois le seul, pour ceux qui se sentent rejetés par la société. Il faut qu'on soit bien conscient que chaque fois que la République recule, les églises, quelles qu'elles soient, avancent. Et dans certaines parties de notre territoire, c'est assez flagrant. Et dans ce contexte, on voit bien se développer à nouveau des formes de religiosité. Moi, je suis convaincu que, bien entendu, c'est un retour du religieux, mais parfois c'est un recours au religieux avec un C et pas avec un T. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que pour lutter contre ces replis communautaires qui se manifestent dans certains territoires, il ne suffit pas. Il ne suffit pas de convoquer le principe de laïcité. Il faut combattre ces discriminations, il faut combattre la ghettoisation par des politiques publiques beaucoup plus vigoureuses que ça a été le cas jusqu'ici. Et ça tombe bien parce que je peux faire une petite pause dans mon propos pour accueillir... Bonjour. Salut. Une excuse. Content de t'accueillir. Donc là encore, l'enquête du Comité national d'action laïque de 2018 a dit clairement les choses. Dans cette enquête, on demandait aux enseignants s'ils estimaient que le climat scolaire autour de la laïcité était plutôt apaisé dans leur école ou dans leur établissement scolaire. Et globalement, c'était le cas. Globalement, il n'y avait pas de drame particulier. Mais les enseignants d'éducation prioritaire étaient apparus beaucoup plus inquiets que leurs collègues lambda sur l'ensemble du territoire. Inquiets notamment concernant l'adhésion des élèves et des familles aux valeurs de la République. On n'avait pas seulement fait une enquête, un sondage avec l'IFOP, on avait fait aussi une enquête qualitative. On avait des dizaines et des dizaines, parfois même des centaines d'enquêteurs qui sont allés sur le terrain et qui ont récolté un verbatim que vous trouvez encore sur le site internet du Comité national d'action laïque. Et on avait notamment recueilli ce témoignage d'un directeur d'école à l'époque qui est toujours probablement une bonne illustration du sentiment de beaucoup d'enseignants confrontés à de grandes difficultés. Je cite ce directeur d'école. La misère et la pauvreté des gens les amènent à vivre dans des conditions telles que la République, ce n'est pas quelque chose qui les concerne. Les gens vivent en clan, avec leurs propres règles, leur mode de vie. Ils survivent, mais ne votent pas. Pas d'égalité homme-femme, pas de valeur d'égalité, pas de fraternité qui aurait une autre forme que celle du cercle familial. La cohésion du clan leur est indispensable pour survivre. La solidarité au niveau national ou international ne les concerne pas. Fin de citation. Et donc c'est pour ces raisons que les enseignants qui exercent en éducation prioritaire sont encore aujourd'hui nombreux à penser que la laïcité est en danger en France.
Et ils se distinguent d'ailleurs du reste de la population en plaçant le communautarisme en tête de leurs préoccupations. 52% des enseignants d'éducation prioritaire nous disaient inquiets de ce point de vue. Et donc, vivant cette situation au quotidien, je crois qu'il faut qu'on considère nos collègues enseignants comme des lanceurs d'alerte en direction de l'ensemble de la société et des acteurs publics. Alors, bien sûr, le communautarisme dont je parle ici, il est très largement subi. Si les pauvres vivent ensemble, ce n'est pas un choix de leur part. Certains citoyens qui ne sont pas, eux, assignés à résidence font le choix de la sécession. Dans une étude effectuée pour la Fondation Jean Jaurès, Jérôme Fourquet a décrit ce qu'il appelle la sécession des riches. J'ouvre les guillemets. La cohésion de la société française est mise à mal aujourd'hui par un processus presque invisible à l'œil nu, mais néanmoins lourd de conséquences. Il s'agit d'un processus de séparatisme social qui concerne toute une partie de la frange supérieure de la société. Les occasions de contact et d'interaction entre les catégories supérieures et le reste de la population sont en effet de moins en moins nombreuses. Fin de citation. Et oui, il a raison, parce que quand les riches font sécession et que les pauvres sont concentrés dans des zones urbaines ou rurales, et bien concrètement, ça signifie que nous vivons dans une France dans laquelle les jeunes ne se rencontrent plus, ne se parlent plus. Ce séparatisme social est un frein puissant à la cohésion sociale. Et ce séparatisme, il est évidemment incompatible avec l'idéal laïque et républicain. Il façonne une France dans laquelle les classes sociales différentes se rencontrent de moins en moins, se parlent de moins en moins, et dans lequel le fameux vivre ensemble risque de devenir une incantation qui ne rassure que ceux qui ne veulent rien voir. Alors, je veux insister sur ce point, et puis je vais en terminer pour ne pas être trop long. Parce que si la laïcité a pour objectif le vivre ensemble, et si on ne se paye pas de mots avec le sujet, eh bien, il faut favoriser la mixité sociale. On n'a pas le choix, il n'y a pas 36 solutions. Et simplement, vous remarquerez comme moi que tout le monde est d'accord sur le principe de mixité sociale, mais si possible, pas dans le collège de son enfant, et si possible, pas dans son quartier. Il n'est qu'à observer pour s'en convaincre les difficultés énormes rencontrées par certaines autorités académiques, et je salue là le directeur académique et ses collègues, qui font aujourd'hui énormément d'efforts pour réintroduire de la mixité sociale dans certains secteurs. Et c'est pas facile parce que l'éducation nationale n'a évidemment pas toute la main sur le sujet. Il y a aussi un problème un problème résidentiel. Hein. Si on n'avait pas concentré dans certaines parties de notre territoire les populations les plus défavorisées, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je remarque simplement que ceux qui crient au communautarisme sont souvent les mêmes qui préfèrent payer des amendes plutôt que d'introduire ne serait-ce qu'un peu de mixité sociale dans leur quartier ou dans leur ville. Quand j'étais inspecteur d'académie en Seine-Saint-Denis, la ville du Raincy avait mis une grande banderole sur les murs de la mairie. Ici, on n'appliquera pas la loi SRU. Voilà, on ne peut pas être beaucoup plus clair pour dire que les pauvres, passez votre chemin, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Ceci dit, comment est-ce qu'on peut aller vers davantage de mixité sociale et scolaire dans un pays qui a, en quelque sorte, organisé le séparatisme social et scolaire en finançant la concurrence privée de son enseignement public ? À cet égard, je pense que notre pays ne fera pas l'économie de reposer la question de l'existence du dualisme scolaire, un dualisme qui favorise, avec le financement par l'État de sa propre concurrence privée, de fait, ça favorise une ségrégation sociale qui est en train de s'accentuer avec des établissements privés qui scolarisent de plus en plus de populations favorisées et qui sont trop souvent hors contrôle. Des établissements privés dont je rappelle qu'ils sont financés à 76% par la puissance publique, mais qui accueillent 3 fois moins de boursiers que l'enseignement public, ce qui accentue encore le séparatisme social à l'œuvre dans l'institution scolaire, parce que le séparatisme social, il est aussi à l'œuvre dans l'enseignement public. Hein. Il est à l'œuvre dans l'enseignement public. Quand on a 12% des collèges sur notre territoire qui accueillent uniquement des populations défavorisées, c'est pas tombé tout seul, ça. C'est bien la construction d'un séparatisme social au sein même de notre enseignement public. Et je crois qu'il faut dire les choses en langue de bois. Est-ce qu'on peut encore parler de système éducatif au singulier ?
en France quand celui-ci fonctionne en réseau d'établissements, juxtaposés selon les catégories sociales ou en filières différenciées au sein même de nos établissements. En réalité, je vais vous paraître peut-être un peu provoquant, mais je crois que nous avons, sous l'effet du creusement des écarts sociaux et culturels, un système éducatif qui fonctionne un peu comme dans l'Ancien Régime, qui fonctionne par ordre, au sens que cela avait sous l'Ancien Régime. Ici, des établissements publics sélectifs, on ne les nommera pas, mais on les connaît, pour la noblesse de la République. Là, des établissements publics beaucoup moins bien traités pour le tiers-État. Et puis des établissements privés pour un clergé, composé de certaines de nos élites. Paris, c'est un bel exemple. Hein. Stanislas pour les élites de droite et l'école alsacienne pour les élites de gauche. Pardon. Et donc, quelle société est-ce que l'on prépare si on ne parvient pas à faire vivre et apprendre ensemble, au moins pendant le temps de la scolarité obligatoire, de 3 à 16 ans, dans des établissements hétérogènes, toute la jeunesse de notre pays dans sa diversité? Quelle démocratie même peut fonctionner durablement quand des élites de droite comme de gauche prétendent gouverner un peuple qu'elles n'ont jamais vu de près, y compris à l'école? D'ailleurs, combien sont-ils ceux qui nous gouvernent hier ou aujourd'hui à avoir fréquenté l'école publique laïque? Je laisse planer un ange laïque sur la salle. En fait, et je vais en terminer là, tout est dit dès l'article 1er de notre Constitution. La République française est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il faut bien peser tous les mots. Les constituants de 46 et ceux de 58, quand ils écrivent indivisible, c'est pas par hasard. Ils n'ont pas écrit la République est une et indivisible. Ils n'ont pas mis le une. Ils ont simplement gardé indivisible. Dans le mot indivisible, il y a les deux choses. Ça veut dire qu'on est plusieurs. Mais dans le mot indivisible, ça veut dire aussi qu'on ne doit pas éclater en entités séparées les unes des autres. La République française, ce n'est pas le monde anglo-saxon avec des communautés. Donc dans le mot indivisible, il y a diversité bien sûr, mais il faut rester unis. C'est extrêmement compliqué de faire tenir ensemble unité et diversité. Les constituants de 46 et ceux de 58 nous ont donné la recette d'une certaine manière, nous ont donné la méthode. Si vous voulez rester une République indivisible, il faut être en même temps laïque, démocratique et sociale. Je vous remercie. Je vois bien à quel point la laïcité est menacée évidemment par les coups de boutoir des fondamentalistes. Hein. On les voit, je pense que personne n'en doutera, et surtout pas après ce qui est tragiquement arrivé à Samuel Paty ou à Dominique Bernard. Mais la laïcité, elle est aussi menacée par d'autres, hein, clairement, par les instrumentalisations qui en sont faites. Et je pense que tu en as dit un mot, Jean-Paul, tout à l'heure, et par voie de conséquence, elle est aussi menacée par la désaffection qui l'entoure dans la jeune génération. Et je pense que c'est à ça qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif, parce que, vous voyez, parmi les sondages récents sur ce sujet, il y en a un qui nous disait que près de 65% des 18-34 ans se méfiaient, se défiaient de la laïcité. Et je pense qu'on ne peut pas rester indifférent à ça, parce que concrètement, ça nous interroge aussi sur les signaux qu'on envoie, sur la perception que la jeune génération a de nos messages au sujet de la laïcité. Évidemment, l'enceinte scolaire est le lieu de notre analyse toute particulière, puisque c'est là que, parce que les élèves sont amenés à vivre ensemble, parce qu'on leur fait respecter des règles, que la focale se fait pour voir ce qu'il s'y passe. Mais en même temps, l'enceinte scolaire, elle est aussi le reflet, évidemment, de la société telle qu'elle est organisée, et Jean-Paul vient de le dire. L'enceinte scolaire, moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'elle est assaillie d'injonctions paradoxales qui rendent la tâche extrêmement difficile, en réalité, pour les personnels enseignants et non enseignants, puisque finalement, on leur dit, mais imposez-vous de votre autorité, de votre fermeté, faites respecter cette laïcité, sacraliser l'enceinte scolaire. Et en même temps, on importe très souvent dans cette enceinte scolaire des querelles qui ne devraient jamais y entrer, confère la phrase de Jean Zay. Donc les querelles en question, je pense que j'ai même pas besoin de les citer. Il y a évidemment celle qui consiste à refuser qu'on
étudie des caricatures ou autres, celles-là, elles viennent plutôt des fondamentalistes qui sont hostiles à la liberté d'expression, à la liberté de conscience, à la liberté de ne pas avoir de religion, oui aussi. Mais en réalité, on a aussi tout un tas d'autres problématiques qui se présentent. Quand, par exemple, vous avez des gens qui refusent qu'une enseignante emmène ses élèves voir un camp de migrants pour en savoir un peu plus sur ce qui les a amenés là. Quand vous avez des gens qui viennent contester un enseignement d'éducation à l'égalité entre les filles et les garçons. Quand vous avez des enseignantes qui se prennent des menaces de mort parce qu'elles ont osé apprendre aux élèves à chanter une chanson dans plusieurs langues, et y compris en arabe. Tout ça, je le cite en vrac, mais pour moi, ça se tient dans l'obscurantisme, un obscurantisme général qui mine finalement la tranquillité d'esprit, la sérénité de nos établissements scolaires et qui doit, à mon avis, être tout entier considéré comme une remise en cause de la laïcité. Pour moi, remettre en cause un cours d'éducation filles-garçons, c'est une remise en cause de la laïcité, au même titre que ne pas vouloir regarder des caricatures de Charlie Hebdo. Alors, je crois qu'on en est à un stade où il faut redire ce qu'est exactement cette laïcité. Alors le dire avec des mots simples. Moi je me souviens quand j'étais ministre de l'Éducation et qu'il m'arrivait souvent d'être dans des établissements scolaires et de parler de ce sujet avec des élèves, y compris des élèves d'un assez jeune âge. En gros, je leur disais, mais tu sais, la laïcité, c'est la possibilité donnée à chacun de croire ou de ne pas croire, sans être pour autant discriminé, traité différemment par les services publics, par les pouvoirs publics du pays où il habite, par la justice, par l'école, par la santé. Tu te rends compte, je disais aux élèves à qui je parlais, qu'il y a encore aujourd'hui 13 pays à travers le monde dans lesquels le fait d'être athée vous rend passible d'une peine de mort. Tant de pays dans lesquels le fait de ne pas avoir la religion officielle fait de vous un sous-citoyen. Donc, à contrario, la laïcité, c'est une incroyable et précieuse valeur qu'il faut chérir, non pas parce qu'il faudrait la chérir, mais parce qu'on en comprend le sens. Alors évidemment, moi, quand je disais ça aux élèves, qui d'ailleurs, généralement, voyaient soudainement la laïcité autrement, et je dis ça notamment quand... mes visites en question se faisaient dans des quartiers populaires avec des élèves d'origine étrangère qui jusqu'à présent semblaient n'avoir entendu parler de laïcité. Je ne parle pas de ce qu'on leur disait dans leur école, mais des médias à la télévision que sous forme de pointage du doigt d'une religion, et en l'occurrence la leur, celle de leur famille, celle de leurs parents, élèves qui alors se retrouvaient dans une espèce de conflit de loyauté terrible et qui en venaient à ne pas pouvoir apprécier cette laïcité. Mais de quelle laïcité parlait-on ? Donc lorsque enfin on leur tient un discours qui revient au sens des choses, c'est-à-dire une valeur à la fois qui nous permet de vivre tous ensemble, qui garantit notre liberté de conscience, qui nous protège contre les injustices et les discriminations, une valeur d'émancipation aussi, parce que dans la foulée, cela s'explique assez aisément le fait de devoir laisser au vestiaire les stigmates de sa croyance pour pouvoir, quand on est à l'école, se concentrer sur le savoir. Le lien qu'il y a entre le croire et le savoir, le fait que le croire est légitime, mais que le savoir, finalement, nécessite une attention tout entière, que ne vienne pas perturber, en quelque sorte, le croire, notamment dans cette enceinte scolaire. Ces choses-là, les élèves les comprennent. Évidemment, moi, mes visites étaient brèves, mais c'est plus compliqué pour les enseignants qui sont amenés au quotidien à devoir entrer dans cette pédagogie de la laïcité. Et c'est pour ça que, je le redis, il est absolument essentiel qu'une formation réelle soit octroyée aux enseignants qui sont confrontés à ça. On l'avait commencé, vous le savez, elle avait concerné à l'époque plusieurs centaines de milliers de personnes
elle a été interrompue à partir de 2017. J'en suis bien triste, d'autant que lorsque Samuel Paty a disparu dans les conditions que l'on sait, eh bien, au lendemain de cette tragédie, finalement, il a été décidé de reprendre les formations laïcité. Donc, c'est un peu du temps perdu, tout ça, mais en tout cas, il n'y a pas de secret. Si on dit que ce qui importe avec les élèves, c'est qu'ils comprennent le sens des règles qu'on leur demande de respecter, donc pédagogie de la laïcité, donc nécessité de former les enseignants. Et on en revient d'ailleurs toujours au même sujet qui est l'insuffisante formation continue encore aujourd'hui, enfin même ça ne cesse de s'aggraver malheureusement dans notre système scolaire. Je ne veux pas être trop longue parce que vous avez suivi tout cela. Je pense que vous avez en tête que cette période de 2015-2016, qui avait été marquée évidemment aussi par d'autres tragédies, et les attentats contre Charlie Hebdo en particulier, avait donné lieu à beaucoup de travaux au sein de l'enceinte scolaire sur pas simplement la charte de la laïcité qui était déjà apposée à l'époque par Vincent Peillon, mais aussi le fait de vouloir embarquer les parents dans cette compréhension là et de faire signer cette charte de la laïcité dans les livrets scolaires en début d'année, le fait d'introduire le fameux enseignement moral et civique, le fait d'introduire l'enseignement laïque des faits religieux, etc., etc., le fait d'avoir rédigé à l'époque un livret laïcité qui répondait aux questions pratiques. Le fait aussi, à l'époque, d'avoir mis en place quelque chose dont je serais curieuse de savoir quelle est la viabilité encore aujourd'hui, parce que je crains que ça se soit un peu perdu, qui était la réserve citoyenne, dans laquelle des citoyens de bonne volonté, finalement, venaient concourir à renforcer l'école en passant un certain nombre de ces messages aux élèves, en ne laissant pas les professeurs seuls pour le faire. Bref. Donc, en fait, je pense que ce dont il faut se méfier sur le sujet de la laïcité, c'est du traitement à l'emporte-pièce, du fait que finalement, on pense que surfer simplement sur des polémiques ou alors en créer de toutes pièces réussissent à résoudre le problème. Et pardon, mais je reviens un instant, même si ça semble un petit peu loin, sur l'affaire des abayas. Non pas que je sois pour le port des abayas en classe, soyons clairs, mais je pense vraiment que concrètement, il faut regarder ce qui s'est passé au moment de ce coup de chaud de la rentrée 2023, si je ne dis pas de bêtises. Parce que, oui, c'était bien de clarifier la règle selon laquelle les tenues qui pouvaient prêter à confusion n'étaient pas bienvenues à l'école, puisqu'on demande aux élèves de tenir les signes distinctifs à l'écart. Donc c'était bien de la clarifier, cette règle. Mais par contre, en faire l'unique sujet de rentrée scolaire de cette année-là, et convoquer les caméras, etc., et la polémique qui allait avec, je ne crois pas du tout que c'était la bonne solution, encore aujourd'hui. Et pour une raison très simple, c'est que quand on regarde, en fait, la façon dont les élèves se comportent dans les établissements concernés, on se rend compte que depuis cet épisode, de l'apparence, donc en l'occurrence la tenue portée, les atteintes et les manifestations d'hostilité à la laïcité se sont depuis déportées vers les propos, les comportements, les provocations verbales. Voilà ce que nous disent aujourd'hui les évaluations de ce qui s'est passé après. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le problème, c'est que si on se contente simplement de faire de la communication à destination finalement d'observateurs extérieurs, parce que je pense que les enseignants eux-mêmes n'ont pas vraiment été convaincus par cette communication exagérée. Mais si on se contente de faire de la communication, sachant qu'on a affaire à des adolescents, c'est-à-dire à un âge extrêmement particulier, puisque les adolescents, vous savez, ils savent appuyer sur ce qui fait mal, et quand ils ont repéré qu'il y a des lignes rouges des adultes qui les mettent en difficulté, et donc là, en l'occurrence, la laïcité, la religion, etc., qu'est-ce qu'ils font? Les adolescents, ils s'y précipitent dans ces lignes rouges pour s'affirmer. Donc en fait, quand
on se contente de cette communication-là. D'une certaine façon, on tend le bâton pour se faire battre par des adolescents qui spontanément ne seraient même pas motivés par de véritables convictions anti-laïcité, mais qui s'y précipitent. Et je crois que c'est ça qui s'est passé depuis quelques années. Et ces adolescents, vous en avez, j'en ai, on sait à peu près comment fonctionne un adolescent. Il se précipite d'autant plus aisément dans ce type d'éléments de confusion qu'ils perçoivent le deux poids deux mesures. Or, ils le perçoivent le deux poids deux mesures. Vous savez, je parle évidemment pas des enseignants en disant deux poids deux mesures, mais je parle du débat politique, je parle des messages qui sont envoyés par les politiques. Et je me souviens, par exemple, d'une chose, pour vous l'illustrer, ce deux poids deux mesures, d'une scène un peu ubuesque d'une rectrice à Versailles, qui, il y a quelques années de cela, elle ne l'est plus, était venue un jour dans une école de Clamart pour une opération contre le harcèlement scolaire, et qui, à peine arrivée, donc accompagnée des membres de son cabinet, de médias, etc., à peine arrivée, tourne le dos, exaspérée, accompagnée de sa cour et des médias en question. Pourquoi ? Parce que parmi les parents accompagnants qui étaient mobilisés ce jour-là sur la journée lutte contre le harcèlement scolaire, il y avait une mère qui portait un foulard. Donc cette scène-là, qui m'a quand même vraiment marquée, parce que je me suis demandé d'abord pour les enseignantes, il y avait beaucoup de femmes, pour les enseignantes qui avaient organisé cette journée, je me suis dit ça doit être un moment quand même particulièrement difficile et douloureux à vivre. Je ne parle même pas des parents, je ne parle même pas des enfants. Donc, à ma droite, si vous voulez, cette scène-là, et à ma gauche, en effet, un rapport sur Stanislas, qui reste sur le bureau d'un ministre, alors que pour le coup, il y est relevé de nombreuses atteintes à la laïcité, de nombreuses atteintes à la lutte contre l'homophobie, par exemple. Et donc ce rapport-là, qui reste des mois et des mois sur le bureau du ministre, sans même qu'il daigne l'ouvrir. Donc le deux poids, deux mesures, en fait, on le perçoit tous, et les adolescents évidemment aussi. Donc tout cela peut sembler compliqué aux yeux de ceux qui manquent un peu de bonne foi, mais je pense que c'est un simple effort de cohérence et d'honnêteté intellectuelle qui aide à résoudre cette difficulté-là. Donc nous savons quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la laïcité, nous savons la difficulté de la tâche pour les enseignants. Nous les savons très attaqués, les enseignants, et nous savons enfin que les élèves vivent en effet dans des réalités sociales qui, par ailleurs, ne peuvent pas être ignorées, parce que c'est vrai que depuis quelques années, on a l'impression que vraiment les assignations identitaires sont venues effacer les questions sociales. On ne parle plus des gens que sous forme d'assignation identitaire. Mais en fait, il y a aussi des questions sociales. Et clairement, la plupart des lieux, des établissements dans lesquels les élèves se posent la question de savoir si ces valeurs, liberté, égalité, fraternité, etc., apposées au fronton des établissements scolaires ont véritablement un sens, il se trouve que ce sont des établissements qui font l'expérience de la ségrégation sociale et d'une réalité d'injustice crasse qui ne peut pas nous laisser ni indifférents ni véritablement collectivement fiers. Donc je pense que aujourd'hui, en effet, l'une des choses à faire, ça ne vous étonnera pas, c'est de travailler sur le recul de cette ségrégation sociale, c'est de ne pas laisser les destins se figer là où ils ont commencé, c'est de mélanger les univers, c'est la meilleure façon de sortir les gens de la tentation communautariste, pour le coup, parce que vous savez que le communautarisme, ça n'est rien d'autre que la réponse à la stigmatisation. À un moment donné, lorsque vous vous sentez stigmatisé, vous mettez en avant les stigmates de votre différence et puis vous faites corps avec d'autres qui vous ressemblent. Donc sortir de cette ségrégation sociale, faire vraiment une école commune, je pense que c'est absolument essentiel. Former nos enseignants sur ces questions de laïcité, je l'ai dit tout à l'heure, donner toujours plus d'outils et, je terminerai par là, protéger les enseignants en question, parce que, encore une fois, il ne faudrait pas que passe sous les radars le nombre de menaces que se reçoivent aujourd'hui les enseignants, vraiment, et pas simplement de la part de fondamentalistes, mais aussi de la part d'extrémistes de tous bords. Et on le sait parfaitement, les témoignages sont
incroyablement nombreux sur ce sujet. On voit le cyberharcèlement en ligne, par exemple, sur les réseaux sociaux, dès lors que tel ou tel choix pédagogique d'un enseignant a été réalisé, choix de sortie scolaire, etc. Et donc je pense qu'il y a besoin que les institutions, que les responsables politiques se tiennent complètement aux côtés des enseignants. C'est aussi ça le secret pour faire vivre la laïcité, parce que sinon plus personne n'osera plus rien faire. Voilà, je m'arrête là, merci beaucoup. Bonsoir, merci à vous deux. Vous avez dit de grandes choses ce soir. Alors Madame Boutard, présidente du collectif des Résilientes, donc association féministe et antiraciste, une toute jeune association qui est née en février dernier. Nous luttons contre les discriminations à caractère racial et religieux. Nous défendons avec ténacité le principe de laïcité et nous souhaitons créer de la mixité sociale, donc créer du lien entre femmes issues des quartiers populaires et d'autres qui vivent dans des territoires plus excentrés. On a mené un beau travail de terrain là déjà depuis bientôt 1 an. Sur ces questions de laïcité, on a sondé des jeunes, puisque nous avons des ateliers mensuels avec une quinzaine de jeunes, qui sont intimement convaincus. Donc sur la quinzaine de jeunes, j'ai eu la réponse de la laïcité c'est bien, mais comment est-ce qu'on nous l'applique à nous? On ne comprend pas. Voilà, pour les 15 jeunes, ça a été le cas. Pour mon histoire personnelle, d'ailleurs, mon militantisme il a commencé en 2015, parce que j'ai été interdite d'accompagner les sorties scolaires dès 2014. J'ai écrit à l'inspection académique du Vaucluse une quinzaine de fois, donc j'ai encore les recommandés qui sont restés sans réponse. J'ai écrit au rectorat, pas de réponse non plus. Donc interdit d'accompagner les sorties scolaires sous couvert de laïcité. Donc la neutralité s'appliquait à ma personne, alors que ce n'est pas le cas quant à la loi. Je vous ai écrit, Madame Najat Vallaud-Belkacem, puisque vous étiez ministre de l'Éducation nationale. Vous m'avez répondu sans prendre position clairement. Bon, vous m'avez répondu en plus de ça dans un temps un peu... en juillet, il n'y avait plus d'école, donc plus de sorties scolaires, bon tant pis. J'ai fini par obtenir gain de cause quand même 18 mois plus tard, étant donné une jurisprudence qui avait été rendue à Nice. Ça a été un vrai bras de fer auquel a assisté mon fils de 5 ans. Donc du haut de ses 5 ans, il ne comprenait pas. Il me disait, mais comment se fait-il que tous mes copains... leurs mamans peuvent accompagner les sorties scolaires et c'est pas le cas pour moi, alors que tu es une maman comme toutes les autres. Moi, j'aimerais poser la question. Voilà, vous avez évoqué de grands principes républicains. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment se fait-il qu'on n'a pas de réponse en tant que parent de confession musulmane, voilà, qui se voit appliquer une laïcité punitive? Et comment est-ce qu'on répond justement à tous ces extrémistes? Si on n'est pas main dans la main, qu'est-ce qu'on explique à nos enfants qui grandissent avec le sentiment de ne pas être pleinement français, d'être en marge de la société? Mon fils a 17 ans aujourd'hui, il a fait un rejet de l'école. Il avait 5 ans quand ça s'est passé. C'est un élève pourtant qui peut être brillant, mais il a fait un rejet de l'école. L'année dernière, j'ai dû le déscolariser pendant 1 an pour faire une pause. Il a repris cette année. Qu'est-ce qu'on répond aussi à ces jeunes qui vont être majeurs là, dans 1 an, il aura 18 ans, il pourra voter. Qu'est-ce qu'on leur dit, qu'est-ce qu'on leur explique quand on a des parents qui veulent être main dans la main avec les institutions publiques, notamment avec l'école, mais qu'on a des portes closes? Voilà ma question. La question de... Vous posez une question très importante parce que c'est justement le moyen de clarifier ce comportement qu'on doit avoir dans une république laïque. La loi de 2004, c'est une loi qui s'applique aux élèves, ce n'est pas une loi qui s'applique aux parents d'élèves. Et donc, aujourd'hui, il n'y a strictement aucun texte qui interdise l'accompagnement de sorties scolaires à qui que ce soit. Sauf si, dans le cadre d'une activité de classe, il y a une action pédagogique en direction des élèves
Et là, bien entendu, la neutralité s'impose puisqu'il y a une activité pédagogique, éducative en direction des élèves. Mais l'accompagnement d'une sortie scolaire, si elle ne s'accompagne pas d'activités éducatives, pédagogiques, est une sortie qui peut s'accomplir sans interdiction de port de quoi que ce soit. En fait, je suis persuadé, moi, qu'on se sortira de ce sujet le jour où, par un décret, un arrêté, je ne sais, on puisse clarifier ce que l'on entend par collaborateur occasionnel du service public. Parce que c'est ça, en fait, le sujet. Est-ce que une maman d'élève qui accompagne une sortie est une collaboratrice occasionnelle du service public? Le Conseil d'État a répondu non. Bon, c'est le Conseil d'État, il juge en fonction des lois qui sont à sa disposition. Donc, le jour où le législateur tranchera pour dire ce qu'est un collaborateur occasionnel du service public et ce qu'il n'est pas, parce que vous savez peut-être pas, mais collaborateur occasionnel du service public, ça n'a strictement aucune valeur juridique. C'est un dispositif qui a été mis en place pour assurer les gens qui accompagnent une sortie s'il y a un accident, s'il y a un pépin. C'est là qu'il y a le système, mais pas du tout pour l'activité en elle-même. Donc il va falloir qu'on clarifie ce qu'on entend par collaborateur occasionnel du service public. S'il est dit un jour que les accompagnateurs de sorties scolaires sont des collaborateurs du service public, là les choses changeront évidemment. Mais tant que l'on n'a pas tranché ce sujet, on peut accompagner une sortie scolaire sans difficulté. Et le problème, c'est la difficulté, c'est si on a une république au cas par cas, et si ici c'est autorisé, et là ça n'est pas autorisé. Et effectivement, là il peut y avoir un sujet, un souci. Je ne sais pas si tu veux compléter. Bien, donc, clairement, en l'état actuel des textes, vous n'avez pas d'interdiction législative sur votre activité. Après, l'ordre public, la sécurité, etc., tout ça, c'est autre chose. Mais ça n'est pas votre question. Oui. C'est délicat, pardon. Ma question, c'était comment se fait-il que l'inspection académique ne tranche pas, ne répond pas aux parents, ne reçoit pas les parents quand on leur demande des rendez-vous? Comment se fait-il que nous ne sommes pas accompagnés quand il se passe une telle problématique? C'était ma question. Mais oui, je sais que, bien sûr, que je peux accompagner les sorties scolaires. Voilà. D'autres questions peut-être ? On vous a éteint. Quelqu'un souhaite intervenir ? Oui, Elma. Ah, pardon, excusez-moi. Moi j'aimerais à ce moment-là, que vous nous donniez plus de pistes concrètes. Comment on fait pour faire vivre cette école commune chaque jour dans nos classes? Vous parlez d'école commune, c'est notre ambition à tous. La mixité, on y est confronté tous les jours. On essaye de faire vivre les valeurs de la République, d'enseigner la laïcité, de la faire vivre. Mais quand ça ne fonctionne pas, quelles sont les pistes concrètes que vous pourriez nous donner ? En fait, il y a un lien entre la question précédente et celle-là, parce que moi, je pense que l'une des pistes, c'est le lien avec les parents, justement. En fait, ce qui ne va pas du tout aujourd'hui, c'est que, enfin, mon sentiment, c'est que les parents et les enseignants devraient être des alliés naturels dans un jeu qui dessert absolument tout le monde aujourd'hui, puisque entre eux deux, il y a les instrumentalisateurs qui s'immiscent, qui soit s'en prennent aux parents, soit s'en prennent aux enseignants,
et qui finalement sépare les deux. Et je crois vraiment que c'est dans le rapprochement des deux. C'est-à-dire que concrètement, Madame l'a très bien exprimé en parlant de son fils quand il avait 5 ans. Je veux dire, un enfant, si vous le mettez dans une situation où il a l'impression d'avoir un conflit de loyauté, mais comment il peut réussir en fait? C'est scolairement parlant, comment il peut aimer l'école, comment il peut s'y projeter. Et donc, du coup, je crois que c'est très très important de se redonner les moyens. Alors, évidemment, après, c'est institutionnellement aussi que ces choses-là s'organisent, parce que est-ce qu'il y a le temps d'avoir cette relation avec les parents? On sait qu'on l'a davantage dans le primaire, pas franchement dans le secondaire, etc. Donc ça, c'est des pistes, à mon avis, qu'il faut vraiment creuser. Tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de formation, mais je pense qu'il faut aussi creuser cette ouverture sur son territoire, de manière générale, d'être considéré comme que l'école, le collège, le lycée soit considéré comme partie prenante vraiment entière du territoire. Après, l'autre chose aussi, c'est que je pense que quelque part, mais c'est pas aux enseignants que ça devrait revenir, mais là encore, il faut se trouver des alliés, mais quelque part, il faudrait se trouver des alliés dans le monde des médias, dans le monde des récits, en fait. Parce que là, vous êtes un peu seul à porter ou peut-être avec nous, mais à porter la laïcité au sens où on vient de l'exposer. J'ai l'impression que c'est pas le narratif, comme on dit de nos jours, le plus courant, et qu'il faut qu'on puisse collectivement se demander quels sont les instruments audiovisuels ou les instruments... alors les livres, malheureusement, ça ne se vend plus beaucoup, n'est-ce pas, surtout les livres de raison, mais en tout cas les instruments qui puissent, disons, familiariser tout le monde avec cette culture de la laïcité, parce que la pédagogie de la laïcité, elle ne devrait pas être que dans l'enceinte scolaire, en fait, elle devrait aussi être beaucoup plus partagée, notamment par les parents. Donc voilà, donc je dirais un rapprochement avec ces derniers, et puis se trouver des alliés pour faire vivre cette culture-là. Oui, et puis, alors ça c'est plus facile à dire qu'à faire, sortir effectivement de ce cloisonnement qui est à l'œuvre aujourd'hui dans notre système éducatif, où les jeunes en fait vivent entre eux et ne sont pas en contact avec des jeunes qui sont différents. Et donc tout le travail qui est mené dans plusieurs parties du territoire en ce moment pour davantage de mixité sociale et scolaire, c'est un travail qu'il faut encourager, il faut rassurer, parce que on a une partie de la population qui a peur que ces enfants fréquentent des enfants différents, qui ne sont pas du même milieu. Or, je parle devant elle parce que c'est elle qui a lancé toute l'opération dans les collèges. En 2015-2016, Najat Vallaud-Belkacem a lancé un certain nombre d'expérimentations sur le territoire, une bonne vingtaine, et on commence aujourd'hui, alors même qu'ils n'ont pas été encouragés ces dernières années, c'est le moins qu'on puisse dire. Ces équipes de terrain ont continué à travailler. Alors les équipes de terrain, je veux parler des recteurs, des DAZEN, des conseils départementaux, des élus municipaux, des représentants des personnels, des parents d'élèves. Et à Toulouse, par exemple, où ils ont très courageusement mixé davantage les collèges que c'était auparavant, ils ont constaté déjà des premiers bienfaits en matière d'estime de soi. C'est-à-dire que c'est très important pour un enfant de milieu favorisé d'être dans une classe avec un enfant qui est moins favorisé que lui. Il découvre un autre monde. Ça ne lui nuit en aucune manière à sa scolarité. Et par contre, le petit enfant défavorisé, au contact d'enfants qui sont de milieux différents, autres que lui, il a un niveau d'aspiration. Ça lui ouvre des horizons de côtoyer des enfants qui sont différents de lui. Et on constate, par exemple, sur Toulouse, qu'il y a déjà des modifications dans les volontés d'orientation. On pense à des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé parce qu'on côtoie des enfants qui sont différents, qui eux sont davantage dans le bain scolaire. Donc ça, c'est sans doute un premier levier. Il faudrait que ce soit inscrit comme une urgence nationale, la mixité sociale. On l'a mis dans la loi de refondation de 2013. C'est dans le code de l'éducation aujourd'hui, l'objectif de mixité sociale et scolaire, mais on en est évidemment encore très loin. Et puis il y a peut-être dans le quotidien des enseignants dans leur classe cette idée qu'il faut sans cesse montrer aux élèves qui nous sont confiés, c'est que la laïcité, c'est d'abord une liberté.
C'est pas un système d'interdiction d'abord, c'est d'abord une liberté. La liberté de forger sa personnalité à l'abri du prosélytisme. L'école, le collège, le lycée sont des endroits où je peux voilà, construire ma personnalité à l'abri de tous les prosélytismes. Et ça, il faut le faire. Parce que justement, une partie de la jeunesse aujourd'hui considère que la laïcité, c'est pas bien, parce que ce n'est qu'une série d'interdictions, d'interdits, alors qu'au contraire, c'est un formidable levier de liberté. Et ça, c'est un sacré travail à conduire. Je me souviens d'une séance à laquelle j'ai assisté dans une classe pour enfants non francophones. Donc il y avait un professeur absolument formidable, et autour de la table, il venait d'arriver les jeunes, c'était des jeunes adolescents venant d'un peu tous les pays, ils parlaient pratiquement pas le français, et la première question posée par le prof, c'était de dire aux élèves, alors depuis que vous êtes en France, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Et ça a été une discussion extrêmement intéressante entre les élèves qui essayaient de baragouiner pour se faire comprendre. Et puis à un moment, il y a une jeune fille qui lève la main et qui dit, en se faisant comprendre tant bien que mal, moi, ce qui m'a le plus surpris quand je suis arrivé en France, c'est que pour la première fois, on m'a appelé par mon prénom. Stupeur dans la classe, comment ? Oui, parce que c'était une Syrienne. En Syrie, j'étais appelé la chrétienne. Je n'étais jamais appelé par mon prénom. Et donc cette formidable liberté qu'elle découvre, je ne suis plus assigné à ma religion, je suis dans un pays où on m'appelle par mon prénom parce que je suis un être en développement qui va forger sa personnalité. Et je pense que c'est le message qu'on doit faire passer sans arrêt dans nos classes. La charte de la laïcité, quand on l'a mis en place avec Vincent Payon à la rentrée de septembre 2013, on a regardé dans les premiers mois si la charte de la laïcité était bien affichée dans les collèges, dans les écoles et dans les lycées. Et il m'est arrivé, quand j'étais DGESCO, directeur général, d'aller dans quelques établissements où la charte n'était pas affichée. Et je demandais régulièrement au chef d'établissement, mais pourquoi est-ce que la charte n'est pas affichée chez vous ? Et invariablement, on me répondait, il n'y a pas de problème chez nous. Le sous-texte, c'était, il n'y a pas de musulmans ici. Et donc cette assignation, et je rejoins là ce que vous avez dit, c'est absolument insupportable quand on a cette attitude. Et nous, dans l'éducation nationale, et vous dans les classes, les enseignants, notre travail, c'est de montrer que précisément, c'est une formidable liberté, c'est un principe qui garantit l'égalité de tous, la liberté de tous. Et ça, on n'a pas 50 moyens de s'en sortir. J'étais un peu long dans la réponse. Oui. Hop, je suis là. Donc, représentant de la première fédération de parents d'élèves de l'école publique, la FCPE. Je crois qu'il y a un problème aujourd'hui avec la laïcité, c'est-à-dire que, comme tu l'as expliqué, Jean-Paul, ce n'est porté que par les agents de l'éducation nationale. On donne la charge de cette question-là aux agents de l'éducation nationale. Ça a été dit un petit peu rapidement là aussi. La question de la communauté éducative, elle doit se poser aussi avec cette question de la laïcité. Aujourd'hui, la communauté éducative, le CDAL, c'est une image de la communauté éducative dans un projet éducatif global qui représente les mouvements d'éducation populaire, les fédérations de parents d'élèves, les agents et syndicats d'agents de l'éducation nationale. Ne porte pas collectivement forcément cette question de laïcité et de la défense de la laïcité. J'essaye de m'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, ce projet-là n'est porté que par l'école. Et pourtant, tous les temps d'éducation, et une grande partie des questions des temps d'éducation, se font aussi en dehors de l'école. Et dans la loi d'orientation, il avait été programmé des projets éducatifs de territoire qui ont été détricotés et qui auraient pu et qui devraient permettre de pouvoir transmettre dans un projet éducatif global, dans des acteurs de centres de loisirs, dans des acteurs des centres sociaux, avec les parents d'élèves, qu'ils soient fédérés ou pas, ces débats-là, et qu'il y ait une communauté éducative qui ne soit pas forcément
posé sur le conseil d'administration d'établissement ou sur le conseil d'école, puisque ça c'est posé, mais pour autant il faut être élu, il faut être dans une démarche de représentation, mais de créer cet espace d'échange, de discussion, de débat sur la question de la laïcité, mais aussi des questions, on en avait parlé l'année dernière ici, sur la question de la justice sociale, de la pauvreté, et de faire en sorte que l'ensemble des acteurs éducatifs puissent à un moment être porteurs de cet idéal-là. On s'était rencontrés malheureusement après les événements de Charlie, et notre fédération avait dit à l'époque, attention que l'école publique ne construise pas ses propres miradors, pour s'enfermer parce qu'il y avait nécessité devant la sidération à un moment de se protéger. Et donc il faut qu'impérativement, face à la démarche qui est engagée, le récit et la puissance médiatique qui fait en ce moment, à travers les médias, les différents médias, qui veut déconstruire l'idéal laïque, hein, je parle des médias, des réseaux sociaux, de la puissance politique qui est en place là-dessus, nous on est désarmés face à ça. Nous n'avons pas cette puissance économique, cette puissance médiatique-là. Donc la seule qu'on puisse avoir, c'est un moment d'élargir et de ne pas faire porter cela qu'à l'école publique, mais à l'ensemble d'une communauté éducative partisane de l'école publique, on est bien d'accord, et de s'engager et d'avoir des parents d'élèves qui puissent participer correctement aux sorties scolaires sans être qualifiés de prosélytisme ou quoi que ce soit, parce ça a été dur là tout à l'heure, sans que des agents et des parents se mettent dos à dos pour différentes questions sur des programmes EVARS ou quoi que ce soit, sans qu'on rejette des parents d'élèves qui aient envie de s'engager dans les espaces de représentation. Donc à la FCPE, depuis très longtemps, on porte cette valeur de coéducation. Et aujourd'hui, un des enjeux, c'est peut-être celui-ci de créer ou de recréer cet espace de communauté éducative. On avait une belle opportunité avec les PEDT. Je finis juste la petite parenthèse avec ça. Il y avait une convention citoyenne sur les temps de l'enfant et une des conclusions et des prérogatives qui sont sorties de la convention citoyenne des temps de l'enfant, c'est la création des projets éducatifs de territoire. Voilà. Donc je pense que là-dessus, il faut qu'on trouve les espaces, peut-être aussi dans le cadre de politiques éducatives locales. Là, il y a les municipales qui arrivent de créer, il y a des conseils de quartier qui existent, mais peut-être que c'est des conseils de communauté éducative qu'il faut arriver à créer pour redonner du sens, éviter que tous les acteurs éducatifs soient chacun dans leur couloir de nage, chacun à chercher leur financement, chacun à chercher leur projet, alors qu'on devrait être tous dans le même bateau. Juste une petite seconde pour répondre à la collègue là sur le manque de moyens. Je trouve que les directeurs d'école ne sont pas suffisamment déchargés ou sereins pour pouvoir être présents et répondre à tous les enjeux qu'il y a dans des quartiers où la présence physique est vraiment indispensable. Et ça passe souvent par la parole et par la présence pour désamorcer les conflits liés à des incompréhensions bien souvent. Puisque, quels que soient les quartiers, quels que soient les endroits, les familles, toutes les familles veulent la réussite de leur enfant et essaient de faire très très souvent au mieux, enfin quasiment tout le temps. Je saisis la parole qui m'est donnée juste pour vous poser une question sur votre positionnement concernant le rythme de l'enfant. Moi je travaille sur Avignon depuis très longtemps. Avignon a encore la semaine à 4 jours et demi. Il est question que ça soit remis en cause. C'est une ville d'une pauvreté extrême. Pour le vivre, même si en tant qu'enseignante me lever le mercredi matin, c'est compliqué. Je dois dire que j'ai vécu des expériences formidables, des enfants qui fréquentent les musées, qui ont des ateliers d'artistique, qui ont des pratiques sportives, et dans le moyen de lutter contre les inégalités, ça me semble indispensable. Alors le lien entre la laïcité et la lutte contre les inégalités, pour moi, est évident, parce que c'est sur ces temps, non seulement du matin, où l'enfant est plus serein, où on peut travailler plus sereinement aussi, et sur ces temps d'après-midi avec des projets de qualité qui pouvaient aussi faire que l'ouverture au monde, voilà, l'ouverture au monde se fait. Je prends l'exemple de la musique qui est remis en cause. J'ai un élève là de CE1 qui m'a dit, mais maîtresse, c'est interdit de faire de la musique dans le courant.
Je dis, écoute, on va en discuter, on va voir. Enfin, c'est une parenthèse, mais je voulais que vous ayez un petit exemple récent, vraiment, de ce mois-ci. Et donc, on est allé chercher, on a vu que c'était pas incompatible. On a trouvé des sourates en musique, et donc tout le monde était rassuré. Et à l'inverse, j'ai vu aussi des enfants amener chez eux un instrument de musique sur son dos, et non seulement il y a des pratiques musicales dans la famille, mais aussi tout le quartier était fier de voir l'enfant pratiquer la musique. Et ça a pu se faire sur des après-midi. Et voilà, je voulais avoir votre positionnement, puisque en ce moment c'est le débat du moment. Juste en un mot, parce que enfin, les sujets d'irritation ne manquent pas de manière générale, mais j'avoue que le fait que les conclusions de la Convention citoyenne aillent à ce point dans le même sens que ce que nous avions déjà fait, qui a été détricoté, en fait partie, hein, très clairement. C'est vraiment, j'ai un sentiment de perte de temps et de gâchis, en fait, qui est considérable. Dans les moindres détails, les conclusions sont allées dans le même sens. Et jusqu'à des choses, je me souviens que c'est ce que nous avions à l'époque, par exemple le fait que plutôt qu'une heure pleine de cours, on soit sur 45 minutes. Je ne sais pas si vous l'avez noté, tenant compte en fait des travaux de tous les chercheurs du sujet de l'attention des enfants, etc. Donc pas simplement le fait d'être sur 4 jours et demi, pas simplement le PEDT, mais aussi même ces détails-là. Donc enfin, c'est quand même invraisemblable. À un moment donné, moi, je pense qu'il faut qu'on redevienne tous collectivement un peu sérieux. Je ne parle pas de nous dans cette salle, mais je parle de ce qu'on attend des responsables politiques, de ce qu'on leur enjoint de faire pour notre société, et vraiment ne pas comprendre que nos enfants, là, j'allais dire, il y a la question des inégalités sociales, elle est évidente et vous en avez parlé, mais même, j'allais dire, le rôle joué par les écrans aujourd'hui, et le fait qu'en effet, aller au musée, se distraire autrement qu'en scrollant sur un écran de téléphone, c'est devenu quelque chose qui n'est plus si simple, plus si à la portée, même dans des classes plus favorisées. Et donc, si on ne se pose pas la question de savoir comment on organise notre temps scolaire, périscolaire, pour inciter les enfants à faire autre chose que scroller, on passe aussi à côté d'un énorme sujet. Donc, puisse cette convention citoyenne donner lieu à des politiques publiques à nouveau. Je ne sais pas si on peut être optimiste là-dessus, ou si tout ça va tomber à nouveau dans le grand vide, mais en tout cas, pour les responsables politiques qui viendront dans 1 an et demi, ce serait bien, en effet, de se soucier du bien-être des enfants et de tous les enfants. Sur la question, le fait que ça pèse essentiellement sur l'école, la transmission du principe de laïcité. Alors, petite note d'optimisme, je pense que avec la formation sur les valeurs de la République très importante qu'il y a eu il y a quelques années, on a formé sur le territoire un certain nombre de personnes. J'étais hier avec une médiatrice d'un centre social qui a bénéficié de cette formation et qui, dans les écoles de la commune, accompagne les enseignants pour la transmission du principe de laïcité. Et elle a un outillage absolument formidable. La Ligue de l'enseignement publie des brochures régulièrement, encadre ses animateurs avec qu'est-ce qu'on fait pendant la restauration scolaire. Laïcité et restauration scolaire. Laïcité et sortie scolaire, centre de loisirs sans hébergement ou avec hébergement. Donc il y a tout un travail qui est fait. Les DDEN qui sont présents dans les écoles et qui participent aussi à la transmission de ce principe de laïcité. Donc je ne dis pas que c'est général, mais là où voilà, il y a une vraie collaboration, alors ça peut être dans le cadre d'un projet éducatif de territoire, ça serait l'idéal. Là où il y a une collaboration entre les enseignants et leurs partenaires associatifs ou municipaux, les enseignants ne sont pas seuls. Et donc il y a une vraie dynamique là qui se crée. Sur le temps scolaire, je partage complètement ce que vient de dire Nadja Vallaud-Belkacem, que de temps perdu. Ça fait très longtemps qu'on sait que la France est une exception mondiale avec ce rythme stupide de 4 jours, de 4 longues journées de 6 heures. On est le seul pays à faire ça. Hein. Aucun pays au monde n'a songé à nous imiter dans cette folie. Hein. On est les seuls. Bon. Et moi, je m'étonne toujours parce que je ne trahis pas un secret en vous disant que l'école primaire ne va pas bien. Hein. L'école ne va pas bien en général, l'école primaire ne va pas bien, les résultats ne sont pas bons.
les résultats de l'évaluation TIMSS, alors c'est un acronyme, même si l'évaluation mathématique des enfants de CM1, la France est en queue de peloton. Hein. Donc l'école primaire ne va pas bien du tout. Et moi, je me suis très étonné de constater que personne ne fait le parallèle entre ce qui se passe dans notre pays depuis 1990, parce que les 4 jours, c'est pas seulement depuis Nicolas Sarkozy et Xavier Darcos en 2008-2009, hein, c'est Lionel Jospin qui, en 1990-91, publie un premier décret pour autoriser les écoles à être à 4 jours. Et à l'époque, il fallait récupérer 12 jours de vacances. Donc ça fait très longtemps que beaucoup d'écoles sont à 4 jours. Ça a été généralisé en 2008-2009. Il y a une petite parenthèse de 2013 ou 2017. On a essayé de faire les choses plus intelligemment. Et puis à nouveau, depuis 2017, c'est à nouveau 4 jours. Moi, je suis surpris que personne ne fasse le parallèle entre la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui dans les résultats scolaires et ce temps scolaire qui est absolument indigeste, qui est contre-productif et qu'aucun pays au monde, encore une fois, n'a songé à imiter. On va prendre 2 dernières questions. On a 2 personnes qui ont levé la main. Et je vais leur donner le micro. Donc on a la dame et le monsieur. Qui n'ont peut-être pas encore pris la parole. Ok. Alors. Bonsoir. Je reviens sur le thème de la laïcité, tout simplement. On le fait porter beaucoup à l'école, donc on l'a dit. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il ne faut pas repenser complètement l'urbanisme, en fait? Parce que j'ai l'impression qu'on a cristallisé des problèmes dans une France post-coloniale qui s'est construite rapidement avec des cités champignons et dans lesquelles on a casé vite fait toutes les personnes qui arrivaient de l'étranger. Et on continue à le faire sans se poser la question de ces quartiers qui, pour moi, sont un non-sens. Et donc, moi, par exemple, j'enseigne dans une école qui est complètement ghettoisée, on va dire, puisqu'elle est dans un quartier qui n'a aucune mixité sociale. Elle en avait une autre fois parce qu'il n'y avait pas de carte scolaire. Et à partir du moment où on a rétabli la carte scolaire sur Avignon, certains quartiers ont été découpés en dentelle pour que certaines écoles se retrouvent complètement ghettoisées et d'autres, on va dire, préservées, en mettant beaucoup de guillemets sur ce terme. Voilà. Et donc, apparemment, dans le quartier dans lequel je suis, il y a une pensée pour restructurer complètement ce quartier, et c'est une très bonne chose. Par contre, c'est vrai que la ville d'Avignon a un profil vraiment très particulier de par ses remparts qui sont à la fois sa richesse et son malheur, avec un centre-ville qui s'est complètement gentrifié et des quartiers extérieurs qui malheureusement sont un peu livrés à eux-mêmes dans un grand désarroi, je trouve. Voilà. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les politiques qui doivent vraiment se saisir de la question et recréer complètement, saisir des architectes intelligents qui repensent complètement le rebrassage des niveaux, des milieux et culturels et sociaux et ethniques et tout, quoi. Voilà. Forcer les gens à vivre ensemble, ça passe d'abord par ça, pour moi. C'était qui la deuxième personne? C'était toi? Oui, bonsoir à tous. Patrick Savignan, je suis membre du conseil d'administration de la Ligue 84 et conseiller municipal d'opposition sur la ville d'Orange. Vous avez bien démontré le lien entre inégalité sociale et réussite scolaire, notamment en insistant sur la mixité sociale. Je rejoins madame, je voudrais surtout vous parler de la carte scolaire. Si je prends l'exemple de nous sur Orange, on a eu une nouvelle école qui vient d'être créée. Cette nouvelle école, elle était ouverte pour normalement 275 élèves, il n'y en a que 90. Mais la question de la carte scolaire n'a pas du tout été posée pour aller réduire les problèmes de mixité, parce qu'on aurait pu l'utiliser. Donc je pense que c'est un des outils qui est à utiliser. Et je vous pose aussi une autre question. Ça fait des années que je la pose.
comment se fait-il que les établissements privés ne sont pas soumis à la carte scolaire? Je pense que si on arrivait à ceci, ça résoudrait pas mal de problèmes sur la mixité. Voilà ce que je vais dire. Je commence. Merci pour votre question. Évidemment que la question de l'aménagement du territoire a toute son importance. Mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, on ne peut pas attendre que ça se soit fait et ne rien faire en attendant. Et c'est pour ça que je pense que, par exemple, jouer sur la carte scolaire, comme vous venez de le dire, forcer, comme ça a été fait dans l'expérience toulousaine qu'évoquait tout à l'heure Jean-Paul, le mariage de plusieurs établissements scolaires pour que les populations se mélangent, des choses comme ça, ça va plus vite à faire que de se dire on va repenser l'ensemble de l'aménagement. Néanmoins, il faut quand même le repenser, cet aménagement. Je suis complètement d'accord avec vous. Il y a un moment où... en fait, ça pourrait même faire l'objet d'un projet ambitieux. On manque tellement de projets ambitieux et même bon pour l'économie si on se dit qu'il y a de vraies perspectives de construction, etc. Parce que quelque chose ne va plus du tout. Et dans les expériences sur la mixité sociale qu'évoquait Jean-Paul tout à l'heure, que j'ai menées à partir de 2015, il y avait une conclusion qu'on ne s'interdisait pas de tirer à certains moments, dans différentes villes de France où ces expérimentations étaient menées, qui était de dire, en fait, tel établissement est tellement ségrégué, il a tellement mauvaise réputation, il est en plus mal entretenu, etc., qu'il faut juste le détruire, en fait, il faut en finir, il faut le fermer. Et transporter les élèves ailleurs, dans le centre-ville, etc. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de fatalité à ce que les choses du territoire demeurent telles qu'elles sont. Voilà, donc je suis d'accord avec ça. Et mince, je voulais réagir sur ce que vous avez dit, monsieur, mais je viens d'oublier mon propos. Carte scolaire pour le privé. Ah oui, non, la carte scolaire du privé, bien sûr, c'était ça votre question. Je suis complètement d'accord. Je pense vraiment que l'une des choses qui changera la donne, c'est en effet qu'on introduise la notion de carte scolaire s'agissant du privé. Pas seulement, je pense qu'il faut aussi que les financements soient conditionnés, venant de l'État comme des collectivités locales. Bon, ça, c'est des choses qu'on se dit depuis plus longtemps, j'allais dire, c'est plus familier. Mais cette question de la carte scolaire, elle est absolument essentielle, parce que quand je prends une ville, alors je connais un peu moins bien Avignon, mais quand je prends une ville comme Paris, par exemple, ce qui se passe très concrètement, et la raison pour laquelle un certain nombre de chercheurs vous expliquent qu'à horizon 5-10 ans, il y aura beaucoup plus d'élèves parisiens en privé qu'en public, ce qui se passe concrètement, c'est qu'en fait, on a une démographie à la baisse. Donc, la logique qui en est tirée pour les établissements publics, c'est que des classes ferment, des écoles ferment. Mais par contre, s'agissant du privé, comme il n'est pas tenu par la démographie de son territoire, il peut tout à fait faire venir des élèves d'ailleurs. Donc en fait, il fait venir des élèves d'ailleurs. Donc du coup, le privé reste ouvert, même il s'agrandit. Et à la limite, il constitue le recours pour les familles qui sont là et qui, même spontanément, n'auraient même pas voulu prendre du privé. Mais enfin, lui, il est là alors que le public a fermé. Et donc ça, c'est quand même à un moment, les pouvoirs publics doivent se dire mais c'est pas acceptable. On est en train de sortir d'une interprétation honnête de la fameuse règle des 20%. Parce que en fait, la loi, c'est ce qu'elle disait, 20%. Donc le 20%, pour moi, il doit être considéré même à l'échelle des territoires et des infraterritoires. Donc je pense que faire respecter la carte scolaire, c'est une bonne façon de procéder. Chaque fois que ça a fonctionné, l'amélioration de la mixité sociale et scolaire dans différents points de notre territoire, chaque fois que ça a fonctionné, c'est qu'on a fait quelque chose de supplémentaire par rapport à la sectorisation. On a garanti aux citoyens la qualité de l'offre d'éducation, l'offre de formation. Chacun fait le meilleur pour son enfant et c'est parfaitement légitime. Il faut donc trouver le moyen que les classes favorisées, les classes moyennes, voient que leur enfant ne risque rien à être scolarisé dans des écoles, collèges ou lycées où il y a des enfants différents. Et ça, c'est la responsabilité majeure de l'éducation nationale. Il appartient à l'éducation nationale de garantir aux parents
que mettre leur enfant dans tel collège, ce n'était pas l'habitude, eh bien dans ce collège-là, il y aura une vie scolaire apaisée, il n'y aura pas de violence, il n'y aura pas de harcèlement. Quand les profs seront absents, ils seront remplacés. On ne perdra pas des heures et des heures avec les profs qui ne sont pas remplacés. Si on met un certain nombre d'indicateurs comme cela, de garanties comme cela, je peux vous garantir que les parents des classes moyennes et des classes favorisées font le chemin. Ça s'est fait dans certains arrondissements de Paris. Je peux vous dire que ça n'a pas été simple de persuader certains parents, parce qu'on a des familles qui ont la possibilité d'aller voir ailleurs, hein. Ils ne sont pas assignés à résidence, ils peuvent aller voir notamment dans l'enseignement privé. Donc ces familles-là, il faut leur donner des garanties, et c'est parfaitement légitime, encore une fois, de leur donner des garanties que leur enfant ne sera pas maltraité, il ne sera pas traité de bouffon parce qu'il est bon à l'école et qu'il sera traité de bouffon par les autres élèves de sa classe. Donc ça, c'est... Voilà, si on ne donne pas ces garanties-là aux familles, on n'avancera pas beaucoup. Sur le privé, je partage évidemment complètement ce qui a été dit. Je me prends parfois à me dire qu'en 1984, on a quand même raté une sacrée occasion de ne plus aborder le sujet de cette manière. Ce grand service public unifié et laïque de l'éducation nationale, on était à ça de le mettre en place en 1984. Et pourquoi ça a capoté ? Ça a capoté à cause des extrémistes des deux camps. Alors qu'il y avait il y avait un consensus qui était en train de se construire. Parce que moi-même, dans mon rapport sur la grande pauvreté, j'ai émis ces propositions. Oui, que l'enseignement privé participe à l'effort de mixité sociale et scolaire. Et les deux propositions que j'avais à l'époque suggérées au secrétaire général de l'enseignement catholique, M. Balmand, qui était le secrétaire général à l'époque, il m'a dit, si vous mettez ça dans votre rapport, vous allez peut-être plutôt m'aider. Parce qu'il n'était pas hostile à l'idée que, un établissement privé qui fait effort pour accueillir de la mixité sociale en son sein, eh bien il faut l'encourager et peut-être lui donner un petit peu plus de moyens. Par contre, l'établissement privé qui à côté ne fait strictement aucun effort pour accueillir de la mixité sociale, au contraire voit gonfler les effectifs de population favorisée, celui-là il faut le taxer. Il ne faut pas lui donner les mêmes moyens qu'aux autres. Ça, c'était ma première proposition. Et la deuxième proposition, c'était de dire, toujours sur le même esprit, on taxe ou on accompagne les établissements privés qui font effort pour garder tous leurs élèves tout au long du parcours. Parce que c'est facile de se construire des taux de réussite faramineux au baccalauréat et un nombre de mentions très bien, si en seconde et première, vous éliminez de votre établissement privé les élèves qui sont un peu en difficulté, vous leur disiez, et que vous leur dites, allez voir dans le public, ça sera beaucoup mieux pour vous. Donc ces établissements-là aussi, il faudrait pouvoir davantage les identifier et puis peut-être pas leur donner exactement les mêmes moyens qu'aux autres. Il faut simplement faire très attention. Là encore, on a un petit peu d'expérience derrière nous, on voit comment les choses peuvent se passer. En Seine-Saint-Denis, par exemple, il y a eu des tentatives de mettre des établissements privés en pleine zone d'éducation prioritaire. Ça partait d'un bon sentiment. Sauf qu'on a constaté que l'établissement privé implanté en pleine éducation prioritaire pompait les meilleurs des boursiers des établissements publics et finalement ghettoiser encore un peu plus les établissements publics voisins. Donc c'est extrêmement délicat à manier, mais on ne s'en sortira pas si on ne repose pas un jour, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les questions du dualisme scolaire, sans faire la guerre à qui que ce soit, mais dans un souci d'intérêt général. Est-ce qu'on peut accepter encore très longtemps que les classes moyennes et les classes favorisées se regroupent dans des établissements dont beaucoup sont des établissements privés, et puis que les milieux populaires soient concentrés dans un certain nombre d'établissements. Si on continue à faire ça, on est sur une bombe à retardement, hein, et ça nous pètera à la figure un de ces jours. Merci à tous.